Bonjour à tous et à toutes. Alors on va parler d'un horizon 2030. C'est un horizon un peu lointain, mais on va surtout essayer de dessiner des tendances autour des sujets IA naturellement, chaîne de valeur, supply chain, environnement économique très perturbé et surtout client. Je pense que c'est important, c'est d'ailleurs le thème sur lequel on commencera. Mais avant tout ça, je voulais vous présenter cette super table ronde qui, je pense, va dépeindre pas mal de perspectives différentes. Donc on a Tina avec nous, Cardiano, donc, qui est directrice générale de Retive Group, un acteur majeur de l'équipement et du mobilier pour les professionnels. Donc vous avez rejoint Raja en 2024. Vous faites environ 121 millions d'euros en 2023, 88 magasins dans 66 en France et quelques-uns après ailleurs en Europe, 460 salariés, et vous conduisez la transformation de ce groupe de 60 ans en alliant un important réseau physique avec une stratégie de transformation digitale et RSE. Et on va en parler du coup de vos clients et de l'ensemble des projets que vous menez. Julien, juste à côté de moi, Maillard, groupe ailleurs, avec un poste de groupe directeur de la Digital Factory et sponsor du programme IA. Donc tu supervises l'intégration des nouvelles technologies au sein de ce groupe industriel fondé il y a plus de 70 ans en Allemagne, qui pèse 3 milliards d'euros, et vous commercialisez dans plus de 100 pays, avec 23 sites de production répartis un peu partout dans le monde, et notamment en France, avec 13 000 collaborateurs. Donc Paulin, qui devait représenter Agrico, sera représenté finalement par David Aurin, donc, qui est directeur marketing et CDO d'Agrico Group. Donc, ce groupe qui accompagne les agriculteurs dans l'optimisation et l'amélioration de leur performance économique et environnementale à l'échelle internationale. C'est 165 employés, 4 bureaux en Europe et 160 millions de revenus. Donc on pourra discuter de cette filière un peu particulière dans le tissu économique B2B. Et enfin Roxane, donc tu es Head of Customer Revenue Development chez ManoMano, sur donc une population B2B dont tu vas nous parler. Et donc aujourd'hui ManoMano, c'est 600 employés, 1 milliard de business en volume d'affaires, 6 pays, et le B2B c'est environ 30%. Voilà. Comme ça, rapidement, vous avez la perspective. L'idée c'était d'aller vite sur cette partie-là, parce que des questions et des sujets, il n'en manque pas. Alors, on va se chauffer un peu la voix, on va un peu se chauffer tout court. En 30 secondes, comment vous définiriez votre commerce B2B aujourd'hui ? Parce que comme ça, on pourra le voir en perspective pour demain. Allez. C'est moi qui ouvre le bal. Bonjour à toutes et à tous. Alors, le commerce B2B chez Retive, c'est d'abord un commerce qui se transforme aujourd'hui pour réengager la performance de demain, ça c'est clé, avec au cœur l'hybridation, l'agilité permanente et le sur-mesure. C'est clé aussi en fait dans le métier du B2B, et puis avec cet enjeu de contraction temporelle qui s'impose à nous aujourd'hui. Super. Roxane. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce matin. Alors nous, le B2B chez ManoMano, ça a 6 ans. Il y a 6 ans, on a souhaité aller adresser une cible professionnelle chez ManoMano, et notamment aller adresser des tout petits professionnels. À l'époque, le bâtiment, c'était encore moins digitalisé que chasse et pêche, donc c'était pour vous dire, c'était vraiment avant effectivement le Covid. Mais on a eu on a effectivement travaillé sur ce pari en se disant le commerce B2B de demain sera digital et sera data. Et donc ManoMano, en tant que leader technologique, a sa place effectivement sur ce marché. On a développé une expérience spécifique pour les professionnels. On va revenir dessus, parce qu'on va parler des clients. David, ta vision sur ce commerce B2B que vous incarnez ? Oui, alors Agrico, comme le nom l'indique, on s'occupe vraiment et essentiellement des agriculteurs. Nous, on a vraiment axé ce business avec une mission qui était vraiment d'aider les agriculteurs à améliorer leur performance économique et clairement améliorer leur pouvoir d'achat, parce qu'on sait aussi que c'est un secteur qui est très en souffrance. Et donc, on oriente vraiment toutes nos actions autour de cette mission. Tout ce qu'on peut mettre en place a toujours comme objectif, est-ce que ça va aller dans le sens d'une amélioration de nos agriculteurs, qui sont aussi, vous le savez, les gens qui remplissent nos assiettes. Super. Julien ? Nous, on est passé, bonjour à tous d'abord, on est passé de chasse et pêche à un écosystème très digital, d'abord parce que nos clients, c'est artisans électriciens, c'est architectes, bureaux d'études, enfin tous les gens qui interviennent sur le matériel électrique et l'installation électrique dans le bâtiment.
ils se sont digitalisés très vite. Et je ne détaillerai pas là, peut-être on le fera plus tard, les différents canaux qu'on utilise de distribution, mais sur notre canal principal, qui est nos partenaires distributeurs de matériel, on a basculé l'an dernier sur plus de 50% maintenant de la valeur qui est faite en ligne. Et, donc et ça croît très rapidement. Voilà. Super. Donc, la première séquence, comme je vous l'ai dit, moi ça me tient à cœur par rapport aussi à la société que je représente, c'est de parler de vos clients parce que c'est par là aussi naturellement que la transformation s'impose. Et aujourd'hui, forcément, en fil rouge, on se dit il y a des nouveaux clients, nouveaux au sens générationnel, il y a naturellement de nouveaux usages. Ils ont tous aujourd'hui une fois ou deux au moins utilisé ChatGPT, ce qui vous impose, vous en face, de devoir vous réorganiser ou de vous repenser. On a parlé déjà d'agilité donc sur votre organisation commerciale, la place du magasin. Voilà, autant de sujets qu'on va évoquer ensemble. Et je te propose, Roxane, de commencer déjà en disant pourquoi vous avez fait le choix d'un même site pour les pros et les particuliers. Est-ce que c'est une tendance de fond? Alors notre point de départ, c'était de se dire qu'un professionnel, c'est un particulier comme les autres. Et je suis désolée, je sais qu'aujourd'hui on parle innovation B2B, mais nous c'était vraiment notre point de départ de dire un professionnel, il commande aussi, il a une expérience digitale, par ailleurs dans sa vie personnelle. Ce client professionnel souhaite retrouver le même niveau d'expérience attendu dans ses achats et le digital effectivement qu'il utilise dans le cadre professionnel. Nous avons donc fait le choix, nous, de ne pas développer en fait un site internet B2B complètement à part, mais bien de leverager notre base technique, technologique et data mano B2C pour aller en fait proposer une expérience au niveau de l'expérience digitale et data des particuliers pour les professionnels. Et ça nous permettait également de mettre en commun notre puissance d'acquisition, puisqu'évidemment en ligne, quand même, le nerf de la guerre, c'est aussi quand même comment est-ce qu'on s'affiche effectivement en termes d'acquisition, comment on génère du trafic. Et donc de mettre en commun en fait ces deux cibles, mais d'avoir des expériences personnalisées, nous a permis effectivement d'accélérer. Un même site, mais deux expériences différentes, tout de même. Un professionnel bénéficie de l'ensemble de la valeur de Mano, mais bénéficie également de services additionnels en lien avec les exigences. On voit tous effectivement que les professionnels sont de plus en plus exigeants en ligne. Ils souhaitent être livrés d'autant plus rapidement. On met en place des leviers au travers de nos entrepôts. Ils souhaitent pouvoir payer avec des modes de paiement facilités. On travaille aussi sur ce sujet-là, avec pareil des choix assez différents de ce qu'on peut voir sur le marché. On avait testé une première fois un paiement à 30 jours, qui est un peu la règle. Voilà, on s'est dit, effectivement, les professionnels ont besoin effectivement et souhaitent payer à 30 jours, à 60 jours, comme ce qu'on voit effectivement sur le marché. Nous, nos petits pros, c'est marrant, c'est pas exactement le cas. Nos petits pros du bâtiment, on a testé, on y est allé 3 fois d'ailleurs, plusieurs fois, on a retenté, ça marchait pas tellement bien. Et là, du coup, on a lancé depuis 2 semaines, non pas du 30 jours, mais tout simplement en fait une solution de paiement B2C, le 3-4 fois, que vous utilisez en tant que particulier. On l'a mis à disposition effectivement avec notre partenaire Alma des professionnels. Mais grâce à ça, juste sur ces paiements-là, on fait x2 en conversion, x2 en panier moyen. Donc on voit en fait que des solutions aussi B2C-like peuvent aussi intéresser fortement des cibles qui sont des SMBs, des tout petits pros. Peut-être en 10 secondes, des différences majeures en Europe, puisque vous avez opéré sur plusieurs pays. Vous voyez des choses qui se distinguent? Alors, sur les paiements d'autant plus, bien sûr, il y a vraiment des spécificités de paiement par pays. Par exemple, en Allemagne, pour le coup, on garde effectivement des paiements 30, 60 jours. Voilà. Pareil, PayPal est très très fort. Donc, par un mode de paiement. Ce qu'on voit aussi beaucoup, et c'est un de nos axes majeurs en termes d'expérience, c'est de l'application. L'application, pour nous, c'est pas uniquement une application e-commerce. Je me rapproche de ce que vous dites effectivement sur les agriculteurs. C'est une application qui est un réel outil dans la poche du pro, et notamment du petit pro. Plus un artisan est petit en termes de taille, plus il utilise l'application. Tu disais un artisan sur 2 en France a votre appli. Alors, c'est un artisan sur 2 qui utilise Mano Pro globalement. Voilà. Et parmi ça, on a 54%, donc plus de la moitié, qui ont adopté notre application effectivement pro spécifique. Là, pour le coup, c'est intéressant. Sur le web, on a un même site. Sur l'application, par contre, ce sont 2 applications différentes parce qu'on va aller d'autant plus loin en termes de services
organisation chantier, aide effectivement pour la gestion financière au travers de cette application. Et c'est sur l'appli qui retrouve Manopilote, donc l'agent que vous avez créé. Alors exactement. Enfin, l'assistant, pardon. Exactement. Et juste du coup, pour revenir juste avant, pourquoi est-ce que je parlais de l'app, c'est que certains pays, notamment par exemple l'Italie et UK, performent d'autant plus sur l'application. Ce sont des cibles professionnelles qui sont d'autant plus intéressées. Et en effet, l'application, qu'on considère effectivement chez nous comme l'outil dans la poche du pro, nous permet de venir embarquer en fait des innovations. Aujourd'hui, on a une approche app first, donc tout ce qu'on développe est d'abord fait sur l'application pour les professionnels. Et on a effectivement lancé, début de semaine justement, et l'équipe est justement avec moi ce matin, notre Manopilote, notre agent métier pour les professionnels, qui embarque bien sûr Genia. Super. On en reparlera, j'imagine, tout à l'heure. Tout à fait. Tina, toi de ton côté, donc Rétif, c'est 70% du chiffre d'affaires en magasin et en même temps un gros enjeu d'e-commerce. Qu'est-ce qui a bougé le plus dans les attentes des clients pros dans les 2 dernières années ? Alors en effet, chez Rétif, nous sommes sur un modèle omnicanal que nous renforçons puisque nous sommes dans 7 pays en Europe aujourd'hui. Historiquement, donc retailer, bien sûr, 90 magasins au total avec un réseau de franchises intégré. L'e-commerce qui a pris une très belle place dans notre écosystème global avec une marketplace qui est intégrée à nos dispositifs. Il y a une marketplace que nous avons lancée il y a plus de 10 ans maintenant avec notre partenaire clé qui est Miracle. Donc nous avons été le premier acteur français à avoir lancé en fait cette plateforme qui permet d'élargir considérablement la proposition de valeur, la proposition d'offres tout simplement que nous offrons à nos clients, avec ce mot d'ordre qui est de dire que on ne dit jamais non à un client chez Rétif, notamment en fait en magasin. Donc c'est vrai que cette digitalisation, elle est au cœur de notre modèle omnicanal, et cette digitalisation, en fait, elle est omnicanale. Nos magasins sont eux-mêmes aussi omnicanaux. Donc, ce sont nos 2 piliers, le magasin et l'e-commerce, avec bien sûr un support call center qui est proche, avec toutes les évolutions technologiques qu'on peut apporter aujourd'hui. On y reviendra après, je pense, sur la partie IA, avec des agents qui aujourd'hui en fait nous permettent de renforcer encore plus la proximité et la confiance, parce que dans les métiers du B2B, les 2 mots clés à mon sens, c'est la confiance d'une part et la proximité. Alors, quand bien même nous soyons dans un monde qui se digitalise, je dirais que le commerce reste avant tout de la proximité, et c'est ce qu'attendent vraiment en fait nos clients. Donc les évolutions majeures qu'on constate tous, enfin B2C, B2B, alors c'est vrai que nous sommes B2B chez Rétif avec un B2C-like modèle, en quelque sorte aussi, puisque nous adressons les commerces de proximité, les professionnels de proximité. C'est un marché à très fort enjeu. Nous avons des millions de clients chez Rétif. Alors chez Rétif, nous avons plus de 2 millions de clients base aujourd'hui. Donc nous sommes un gros acteur en fait, du marché, avec à peu près 500 000 clients actifs par an. Donc nous assistons à une très très forte volatilité en fait, de nos clients, comme partout, je dirais, en effet, mais encore plus, je pense, côté B2B, puisque la clé du B2B, c'est, au-delà de la proximité de la confiance dont je viens de parler, c'est la rapidité. Ça change tout. Enfin, je pense que nous assistons quand même à des contractions temporelles qui sont très, très fortes dans nos métiers, globalement, hein, dans le monde, bien sûr, mais la vitesse, c'est-à-dire acheter, enfin, c'est même pas acheter, c'est trouver, comprendre, acheter vite. Pour moi, c'est la clé. Résoudre des problèmes. En fait, le sujet, c'est qu'un commerçant n'a pas de temps. Un commerçant indépendant n'a pas d'équipe, ou très très peu d'équipes. Donc, ce sont des entreprises, des entreprises qui sont courtes. Donc, ça veut dire que tout repose sur quand même l'entrepreneur, le commerçant. Donc, ça veut dire que comme tout va vite, il faut que nous lui facilitions la vie. C'est notre job chez Rétif, c'est apporter des solutions qui soient totalement adaptées en fait, à ses besoins, qui répondent à des enjeux de rapidité, de vitesse. C'est partout tout le temps. Donc partout tout le temps, c'est en magasin. Et c'est aussi sur l'e-commerce. L'e-commerce, c'est pas le Graal. Et peut-être c'est intéressant de ce point de vue-là, puisque tu parles de confiance, de proximité. On peut l'entendre géographique, on peut aussi penser à la proximité relationnelle. Qu'est-ce que tu peux nous dire, notamment du programme de fidélité que vous avez mis en place, puisque c'est un des enjeux en termes de KPI, de traduire tout ceci par une fréquence qui signifierait de la confiance aussi. Tout à fait, parce que nos clients ont le choix aujourd'hui sur le marché, partout, bien sûr. Donc nous avons lancé en tout début d'année 2025, donc le programme a à peine 1 an,
donc un nouveau programme de fidélité qui vise à récompenser bien sûr nos clients, mais surtout qui vise à aussi développer une démarche communautaire, donc conseil, proximité avec nos magasins. Nos magasins jouent un rôle clé en fait dans cette fidélisation. L'impact de ce programme de fidélité en fait est assez exceptionnel puisque nous avons augmenté par 7 en fait la valeur en fait de nos clients, par 3 en fait la fréquence d'achat, parce que nos clients viennent chez nous mais pas suffisamment. On rêve tous que nos clients viennent bien plus en fait sur nos sites et bien sûr dans nos magasins. Donc c'est un programme qui crée de la proximité et qui aujourd'hui est très 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 performant à la fois sur la fréquence, donc un impact réel fréquence, et à la fois sur la valeur et la rétention en fait de notre parc client, puisque c'est fondamental. Donc je pense qu'aujourd'hui le B2B, on assiste vraiment à une recomposition profonde de nos métiers en fait, du modèle en lien direct avec les exigences en fait de nos clients. Donc c'est pas une simple amélioration temporelle, c'est un changement de modèle. En tout cas chez Rétif, au sein du groupe Raja, c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. C'est le but d'ailleurs du plan que j'ai lancé il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et tout ça dans un contexte que nous connaissons tous, qu'on ne commentera pas aujourd'hui, je pense, qui est la réalité géopolitique ou politique, économique, en tout cas, qui évidemment impacte durablement en fait nos clients. Et ces enjeux de contraction temporelle, mais je vais ajouter quand même la pression sur les coûts et la pression sur les marges, qui est quand même en fait notre quotidien aujourd'hui à tous. Donc il faut intégrer tout ça. Super. J'entends aussi peut-être une petite musique autour de moins d'acquisition, que c'est chez côté Mano Mano et chez toi, et un peu plus travailler mon portefeuille, réfléchir les segments de valeur. D'ailleurs, le segment B2B est un segment particulier quand on a une audience qui est globale et où on a aussi du B2C. David, de ton côté, du côté des agriculteurs, quelles sont les 2 attentes majeures que tu vas émerger pour 2030 ? Prix, sécurisation de l'approvisionnement, simplicité digitale, survie pour certains. Enfin, qu'est-ce que tu peux nous donner comme retour et comment vous pouvez y répondre aujourd'hui ? 2030, je ne sais pas si je peux répondre. Il y a encore, je pense, 2-3 ans, on pouvait se projeter à 2030. Aujourd'hui, quand même, vu qu'on va parler de l'IA, je pense qu'on se repose toutes ces questions tous les 6 mois. D'accord. Donc, bon. Mais, pour 2026. Non, mais alors, moi, mon expérience personnelle, je viens du B2C. J'ai fait plus de 18 ans dans la cosmétique et la lingerie. Et puis aujourd'hui, ça fait 9 ans que je suis dans l'agriculture. Donc, j'ai fait quand même un grand écart. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que je venais d'un monde où notre métier, c'était donner envie, déclencher l'impulsion d'achat, être sexy. Voilà. Là, ce qu'on fait aujourd'hui, et ce que j'ai compris, c'est qu'on n'était plus sur des notions de prix, on n'était plus sur de l'impulsion d'achat. Le prix et le produit ne suffisent pas. Ce qu'il faut, c'est leur donner du sens et les mettre dans un contexte global où on va apporter à un client toutes les réponses nécessaires pour qu'il fasse le meilleur des choix possibles. Je vais m'expliquer. Et peut-être ce qui est intéressant, c'est d'y mettre une lecture transgénérationnelle, parce qu'on voit bien un jeune agriculteur qui vient de s'installer versus agriculteur installé. Est-ce que ça change les choses dans la recherche de sens, dans la recherche de solutions ? On a quand même la chance chez Agrico de travailler avec des gens qui étaient déjà ultra connectés, qui étaient très très à l'aise avec les objets connectés, qui se consultaient énormément et consommaient énormément d'Internet. Mais la plus grosse problématique, c'est la façon dont le marché agricole est organisé. Je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, vous avez des agriculteurs qui vont cultiver du blé. Ils n'ont pas accès forcément à toutes les variétés de blé possibles. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des commerciaux historiques qui vont leur proposer les produits sur lesquels eux font le plus de marge. Mais il s'avère qu'un agriculteur à 20 km de là fait aussi du blé et pourtant il a une production 20% supérieure. Et pourtant, juste parce qu'il a accès à une variété de blé qui n'est pas proposée à l'autre. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de prendre l'ensemble de ces datas et de leur dire, attends, par rapport à ton type de sol, par rapport à ton type de production, tu ferais une meilleure opération commerciale si tu achetais cette variété, même si elle est un peu plus chère à l'achat, parce qu'elle va te permettre de produire 20 à 25% de plus. Et un agriculteur, il joue toute son année sur une production. S'il se plante sur le choix de ses variétés, c'est toute son année qui est remise en question. Donc,
on essaye d'apporter l'ensemble de ces informations et de ces méta-informations pour pouvoir les aider à faire le meilleur des choix. Et c'est là où je pense qu'on a une part de notre succès, c'est que contrairement à énormément d'acteurs sur le marché, on ne dit jamais à un agriculteur ce qu'il doit faire. On lui donne toutes les informations et on le laisse faire le choix. On lui permet de reprendre la main sur son destin. Et de ne pas le laisser être enfermé dans un carcan où on lui dit finalement, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois mettre comme céréales, voilà ce que tu dois mettre comme produit pour protéger tes cultures, voilà les quantités que tu dois mettre. Et puis après, même si tu ne gagnes pas tout à fait ton argent, ne t'inquiète pas, il y aura l'aide de la PAC, etc. Ça, c'est un modèle sur lequel on veut aujourd'hui faire bouger les choses. Recherche d'autonomie et d'outillage et d'être finalement cet assistant-là aussi dans leur quotidien. On reviendra peut-être après sur comment vous le faites technologiquement avec la data, puisqu'il est l'heure de parler un petit peu d'intelligence artificielle, d'e-commerce, de technologie et puis les orgas qui le sous-tendent. On n'a pas de DSI à proprement parler autour de la table et pour autant, je pense qu'on aurait pu en inviter un étant donné les enjeux qu'on a au quotidien. Toi, Julien, chez Hager, vous avez mis en place à la fois une IA du quotidien pour les équipes, des algos un peu plus lourds pour la prévision, les devis. Pour vous, quel est le cas d'usage qui a le plus changé votre commerce B2B ? Bon, alors, effectivement, déjà, on a une approche IA avec, en gros, trois composantes sur ce qu'on délivre. Il y a ce que l'on appelle l'IA du quotidien, c'est Copilot, Office 365, avec la licence Copilot dessus, pour au quotidien aider le collaborateur à être plus rapide, plus efficace. Donc là, c'est plutôt une question d'efficacité interne. On développe par ailleurs aussi un ensemble de bots spécialisés par type de fonction, etc. etc. Bon. De l'autre côté, on a l'IA dans nos produits, ce qu'on produit, et ce qu'on vend et ce qu'on propose à nos clients. Bon, là, c'est plus compliqué. Il y a effectivement un certain nombre d'enjeux technologiques, d'acceptation aussi sur le marché, etc. Et puis au milieu, il y a effectivement une IA par use case métier. Aujourd'hui, on a accès. Une partie assez importante de ce qu'on a fait est plutôt vers l'interne. Donc, on est sur des processus IA, des algos IA qu'on a mis sur nos processus métiers. Donc, on a des processus typiquement des algos de demande forecast qui marchent très bien. Alors, ça peut paraître un peu moins sexy, mais c'est très important. Ça consiste à optimiser ce qu'on produit dans les usines. C'est-à-dire, si vous produisez trop tôt, on peut parler un peu de supply chain, produits, vous les empilez dans les stocks et à l'inverse, quand la demande client augmente, si vous n'avez pas les produits pour répondre. Voilà. Donc il y a des vrais sujets et ça tire derrière effectivement les approvisionnements, le sourcing, voilà, tout un certain nombre de choses. Sur les clients, on est en train effectivement de développer des propositions de valeur qui sont qu'on va essayer d'avoir plutôt par segment très précis. On a une quinzaine de segments clients qui vont les plus récents, c'est les charge point operators, par exemple, à qui on vend des parcs de bornes de charge opérés, serviciés, avec la data, la plateforme. Et puis de l'autre côté, le client historique, le petit artisan électricien. Voilà. Donc la variété est assez large. Le gros de notre business, nous, on ne vend pas directement. Donc on vend via des partenaires distributeurs dont la typologie varie énormément en fonction du pays dans lequel on opère. Donc le client, il vient chercher chez nous d'abord de l'information sur le produit, sur les solutions, des références. Donc on est plutôt effectivement sur quel est le service qu'on va lui apporter qui lui permet d'aller plus vite. Dans notre motto, c'est Ease of Doing Business. Comment on l'aide à accélérer? Effectivement, un artisan, il vend son temps, et donc plus il va vite, plus c'est bénéfique. Et comment vous faites pour que ça ne soit pas qu'un sujet de spécialiste, cette réflexion? Alors, c'est le sujet, c'est notre principal enjeu pour l'an prochain. Dans les priorités qu'on se fixe. Aujourd'hui, on a développé un certain nombre de cas, effectivement, sur ce qui est de l'ordre du « j'optimise un process métier », on le fait avec les gens du métier. Donc eux, ils sont naturellement demandeurs et adopteurs. Donc interne, voilà, donc ça va assez vite. Mais c'est une population du coup restreinte
au cas d'usage en question. La question, elle s'applique plutôt, je trouve, sur la partie efficacité opérationnelle interne pour tous. Et donc, on a effectivement un sujet de comment on pousse l'adoption dans l'entreprise des outils IA au quotidien, de comment je fais ce que j'ai à faire de manière plus fluide, plus simple, et en levant toutes les craintes possibles associées. Super. Bon, tu me disais de toute façon, ce programme il est soutenu par le COMEX, vous avez des champions, donc c'est des choses qu'on trouve ailleurs. On a effectivement une structure derrière. D'abord, il y a un soutien très fort du COMEX. L'IA fait partie le digital au sens large fait partie des priorités depuis longtemps du groupe. On a fait un énorme travail de socle, plateforme socle, la data produit, le web, le e-commerce, etc., le RP, la data. L'IA, c'est la prochaine étape. Et effectivement, il y a un soutien permanent du COMEX sur le sujet et des investissements associés. On a ensuite effectivement des structures assez classiques qu'on a repris de ce qu'on avait fait sur la data, qui ne sont pas du tout rocket science. On a un ensemble de senior leadership qui vont nous aider à orienter justement la roadmap, les use cases, etc. Puis après, ensuite, on a 2 types de communautés qui nous servent en fait de relais dans les fonctions et d'ambassadeurs. Ce qu'on veut surtout essayer de vraiment propulser l'an prochain, c'est nos citizens qu'on a déjà sur le digital. On en a sur l'IA. Et justement pour les utiliser, pour que dans les équipes, au quotidien, ils soient le relais de la petite implémentation locale d'un petit agent, d'un petit truc, mais qui, à l'échelle d'un collaborateur ou d'une équipe, va être un accélérateur incroyable. La conviction, c'est que si on reste sur un modèle central, où c'est en gros l'IT, le digital, qui délivre toutes ces micro-efficacité, on n'y arrivera pas, évidemment. On retrouve un autre mot autour de l'autonomie, très certainement. Exactement. David, chez Agrico, vous avez développé pas mal d'applications à base d'IA. Est-ce que tu peux nous en décrire quelques-unes et en quoi elles changent aussi votre business model ou l'ont boosté dans le temps ? Ouais, en fait, je pense que Julien a déjà dit beaucoup. Mais alors, ouais, je crois qu'aujourd'hui, on a développé, on en est à 25 IA développés, opérationnels et qui tournent quasiment tous les jours chez nous. Alors, en fait, je pense plus maintenant à comment tout ça s'est enchaîné. Je pense qu'on a tous utilisé l'IA sûrement un peu de la même manière. C'est-à-dire que notre première utilisation de l'IA, c'est finalement, on lui pose des questions, et puis ensuite on commence à lui faire des choses, mais qu'on sait faire nous-mêmes. On veut juste effectivement avoir une accélération, gagner du temps, faire relire, etc., etc. Et puis ensuite, une fois qu'on a cette aisance-là, on commence à passer à la phase d'après, qui est de lui faire des choses qu'on ne sait pas faire. Donc, par exemple, on est beaucoup dans le marketing, on ne sait pas développer du Python. Or, le Python, c'est un super langage pour faire nos tableaux de bord, etc. Et bien, finalement, j'ai un partenaire qui me fait du Python. Et donc, il m'aide sur des choses que je ne sais pas faire. Et puis ensuite, la troisième étape, c'est comment tous ces outils peuvent être mis à disposition de notre public, de notre cible, de nos clients, et d'en faire un vrai outil qui devient un outil de développement du business. Donc c'est un espèce d'enchaînement comme ça d'étapes où on apprend, je pense, à apprivoiser la bête. On est devant quelque chose qui paraît peut-être incontrôlable ou en tout cas qui est difficilement palpable. En fait, je pense qu'il y a vraiment une notion de est-ce que j'arrive à dompter l'IA et d'en faire vraiment un outil qui va m'aider, mais pas seulement qui va m'aider à faire ce que j'ai plus envie de faire, qui va m'aider à faire des choses nouvelles que je ne sais pas faire. Et je pense que quand on est dans cette étape-là, effectivement, ça devient très rapide de multiplier les expériences, les outils qu'on peut développer finalement de plus en plus vite et ensuite d'en faire des vrais outils de développement de business. Permet de rebondir du coup sur Manopilote pour toi, Roxane. Pourquoi vous n'avez pas utilisé un modèle généraliste, vous avez intégré un ChatGPT dans un coin? Pourquoi vous avez décidé d'en faire un modèle spécialiste? C'était quoi les enjeux? Et à l'inverse, si tu peux répondre à la même, parce que je pense que c'est une question qui traîne aussi, est-ce que vous craignez les ChatGPT et leur capacité à venir acheter en vous bypassant? C'est vraiment un sujet que nous trouvons chez ManoMano vraiment excitant. La période est absolument incroyable. On était aux premières loges en tant que pure player il y a maintenant une dizaine d'années de l'explosion quand même de la digitalisation e-commerce B2B.
Et là, on sent qu'on est dans une nouvelle période, une nouvelle ère, effectivement, avec un champ des possibles qui s'ouvre. Donc effectivement, on y va étape par étape. Donc bien sûr, chez ManoMano, en tant que leader technologique, l'IA, avant qu'elle soit générative, était déjà en fait vraiment dans notre quotidien. On a 30 algorithmes propriétaires, on a 50 personnes effectivement chez ManoMano qui travaillent quotidiennement sur l'innovation. Bien sûr, d'abord sur des algorithmes de recommandation, des agents qui, d'abord en interne, nous permettent de gagner du temps. Donc, par exemple, un des premiers agents qu'on a développé, c'était pour nos supports clients. Plutôt que d'être en fait sur 5 outils différents, un agent centralise et donc fait gagner du temps à l'agent et donc répond plus rapidement effectivement aux clients. Donc, on a commencé à travailler là-dessus. Bien sûr, en interne, on a formé tous les collaborateurs. Puis ensuite, on s'est dit, maintenant, il est temps effectivement de mettre l'IA dans les mains et au service de nos clients, et notamment les professionnels. Pourquoi d'abord les professionnels ? Parce qu'on sait que nos professionnels ont bien sûr une très lourde charge mentale, qu'ils font de nombreuses tâches répétitives qui ne sont pas facturées, puisque du coup ils passent effectivement du temps à prendre des notes, à faire des devis, et tout ça en fait pour l'instant n'est toujours pas facturé. Donc nous ManoMano... Et avec des arbitrages le soir, c'est s'occuper des enfants ou faire le devis. Donc... Exactement, tout à fait. Donc nous on s'est dit très bien, nous allons effectivement aider nos professionnels par rapport à l'expertise technologique qu'on a pour pouvoir en fait leur fournir le bon outil. Première chose, c'est de se dire, en fait, effectivement, un artisan, il peut tout seul aller sur ChatGPT, puis faire sa recherche. Est-ce que c'est assez précis ? Est-ce que c'est assez spécialiste ? On est quand même dans une verticale professionnelle qui est quand même assez complexe. Quand même, le bâtiment, ça a quand même de grosses réglementations, c'est quand même assez complexe, effectivement. Donc nous, on s'est dit, et d'ailleurs, on a interrogé nos clients, 85% de nos clients nous ont dit qu'ils souhaitaient avoir une IA spécialiste plutôt que des IA génériques comme ChatGPT. Parce qu'on les connaît. Parce que ce n'est pas qu'une IA, mais par exemple Manopilot, en fait, c'est un outil pour gagner du temps qui leverage en fait l'IA, mais c'était un moyen parmi d'autres. Et donc nous, par exemple, ce qu'on a fait, c'est que on a mis sur le marché sur notre application cette semaine Manopilot, qui est donc l'agent métier pour les professionnels. L'objectif et notre ambition, c'est de simplifier leur gestion client et de leur faire gagner du temps sur la préparation du chantier. Donc tout simple, ils peuvent prendre des notes en sortant effectivement de leur visite préalable avec le client, plutôt que de noter sur leur papier. Il faut une note. On leur fait une synthèse bien rédigée qu'ils peuvent envoyer à leurs clients. Un client qui reçoit une note structurée, claire, et un alignement, donc moins de problèmes à la suite, et un client effectivement satisfait. Voilà. Ensuite, du coup, bien sûr, ManoMano, c'est avant tout 10 millions de produits. Nous sommes avant tout quand même une marketplace, et notre principal asset, évidemment, c'est notre catalogue. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est on est quand même parti d'un LLM marché, effectivement, on est parti avec OpenAI, et ensuite, on a mis, effectivement, on a entraîné, en fait, nous, notre propre IA, effectivement, avec à la fois nos 6 millions de produits en France, mais aussi nos milliers de fiches conseils, et notamment on a beaucoup aussi travaillé avec nos experts métiers internes pour aller vraiment développer effectivement une IA spécialiste qui réponde spécifiquement aux besoins. On travaille maintenant non plus sur du besoin explicite, mais sur du besoin implicite du professionnel. J'ai besoin de rénover une salle de bain pour Madame Durand qui fait tant de dimensions. Ok, voilà de quoi vous avez besoin comme produit, voilà les recommandations qu'on fait par rapport à votre métier. Il conseille, il prend de l'initiative et il lui fait gagner du temps. Et il propose du coup en temps express effectivement non plus un produit en recherche, mais en fait tout le panier, en se basant bien sûr sur les marques favorites. Est-ce qu'il a meilleur goût que Madame Durand dans les choix des couleurs? On verra ça. Et bien sûr demain, évidemment, là c'est une première porte, on lance effectivement ce Manopilot. On le lance gratuitement pour l'instant, accessible à tous. C'est un vrai sujet, le sujet de la valorisation et de la monétisation effectivement de ce qu'on va faire avec cette IA. Nous, notre enjeu, c'est effectivement de démocratiser au maximum, en tant que effectivement pure player, ces technologies. Mais voilà, on est aussi sur des sujets propres en fait de rentabilité.
on souhaite effectivement quand même, vu les investissements qu'on met là-dedans... J'entends peut-être que, je disais, est-ce que vous avez peur de ChatGPT ou en tout cas de leur capacité agentique à venir vous consommer? Là, j'entends surtout que, en le faisant vous-même, avec sérieux, vous coupez l'herbe sous les pieds à toute volonté peut-être d'un professionnel d'aller utiliser un généraliste, puisque là il a une solution tout de suite spéciale. Donc c'est du coup d'ac peut-être que vous allez maîtriser, là où sinon vous devriez payer une commission, enfin on ne sait pas encore, on n'a pas le business model publicitaire des acteurs, mais on s'imaginer qu'il allait ressembler à des choses qu'on connaît. On sait que demain, effectivement, nos professionnels, comme les particuliers, utiliseront effectivement ChatGPT. Enfin, c'est déjà le cas, et ça sera le cas. Mais ce n'est pas pour ça qu'à côté, il ne peut pas y avoir en fait des acteurs avec une valeur effectivement spécifique. Nous, quand on a fondé effectivement ManoMano, en face, on avait des Amazon et on avait un Google. Bon, c'est quand même pas pour ça qu'on s'est dit sur le secteur effectivement du DIY et du bricolage et jardin, il y a des besoins en fait quand même assez forts, même en e-commerce, de vertical, que nous ne couvrirons jamais des Google ou quoi. Et on a bien vu que du coup des marketplaces spécialistes avaient tout à fait leur place et pouvaient effectivement apporter beaucoup de valeur. C'est pas pour ça non plus que nous n'avons pas des discussions actuellement avec Stripe, notamment pour voir comment est-ce que demain, lorsqu'on ouvrira effectivement la possibilité d'acheter un produit directement sur ChatGPT, on ne soit pas bien positionné pour être sûr que quand même le client qui a besoin, qui souhaite effectivement acheter sur ChatGPT puisse le faire. Mais nous, on lui propose une valeur plus globale pour l'accompagner, non pas que sur cet achat, mais sur effectivement son business au global. Super. Tina, de ton côté, vous abordez l'IA de façon opportuniste. Tu m'as dit que vous le faites de manière très concrète, cas d'usage par cas d'usage. Notamment, peut-être tu peux nous parler de ce que vous faites au call center et d'autres projets qui vous tiennent à cœur. Alors oui, dans le plan stratégique de transformation de Rétif, nous avons un pilier dédié aux technologies à data et à l'IA. Plus récemment, en fait, à l'IA, il y a 1 an et demi, c'était pas encore le vrai sujet, la vraie priorité d'adresser ces sujets. Alors, opportuniste, oui, c'est une démarche opportuniste, mais qui est une démarche qui est totalement inscrite en fait dans notre trajectoire, avec une approche très pragmatique, puisque nous n'avons pas des équipes pléthoriques. Nous devons piloter en fait nos budgets, nos coûts, le temps que nous passons en fait sur chacun des projets, c'est important. Comment l'IA en fait embarque ou s'embarque dans notre feuille de route déjà qui est très très chargée chez nous. Donc globalement, pour faire simple, nous avons une approche qui s'appuie évidemment déjà irritants clients, nous les connaissons, donc premier pilier. Deuxième point, les points de valeur, où nous pouvons agir rapidement pour créer de l'impact pour nos clients et pour nous. Troisième élément, les freins internes, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Vous le savez, mon voisin de droite en a parlé tout à l'heure, les processus métiers. Donc nous avons quand même un certain nombre d'irritants internes qu'il faut en fait adresser. Et puis je dirais qu'il y a la réalité aussi économique dans laquelle en fait nous sommes et l'exigence qui s'impose à nous de ce point de vue-là. Donc quand on a posé ça, j'ai lancé il y a quelques semaines une mission Flash, qui est une mission durable, puisque ce que nous faisons en court terme doit nous permettre de bâtir le long terme. Donc c'est la conjugaison, je dirais, temporelle entre le court et le moyen long terme qui est notre moteur aussi. Et donc une mission qui s'appelle Tech ou AI for Business en interne et qui s'appuie et qui a pour objectif de délivrer des cas d'usage très concrets, très rapidement, pour avancer de manière concrète sur l'impact qu'on peut offrir en fait à nos clients et puis à nous-mêmes, tant qu'à faire en interne. Et donc, parmi les exemples que nous avons en cours, en effet, nous avons lancé il y a 1 mois et demi nos agents, des agents IA au call center. Ce ne sont pas des agents qui reçoivent des appels, ce sont des agents qui émettent des appels, je précise, parce qu'il y a plein de technos, plein d'IA qui existent depuis fort longtemps pour recevoir, en fait, pour gérer des demandes clients. Les chatbots sur les sites web, c'est quand même pas nouveau. Enfin, on parle d'IA massivement aujourd'hui, mais les algorithmes existent quand même depuis quelques décennies en fait aujourd'hui. Donc, on a déjà chez Rétif des solutions technologiques qui visent à améliorer le service apporté aux clients, à gagner du temps, à apporter des réponses concrètes. Et là, l'enjeu pour nous, c'était dans ce registre de
renforcer la proximité, de fidéliser en fait nos clients dans un monde toujours plus impacté par les besoins et les changements assez radicaux. Eh bien, nous avons lancé cette solution-là. Donc moi, j'ai des agents IA qui complètent les vraies équipes, les people, qui sont des chargés de relations clients et qui émettent dans différentes langues, puisque nous sommes dans 7 pays. Donc nous avons aussi la contrainte linguistique à gérer. Ça, c'est une vraie contrainte. Donc l'IA, grâce à l'IA, je dirais que la contrainte, c'est clairement quasiment effacée. Donc nous avons des agents qui, en espagnol, en italien, en allemand et dans d'autres langues, sont capables d'appeler nos clients pour leur proposer en fait nos services. Okay. C'est une révolution chez nous. C'est un cas d'usage qui génère déjà des centaines de milliers d'euros en fait en termes d'impact business. Donc ça, c'est concret. Et nous travaillons sur d'autres initiatives orientées clients, sur des générateurs de conception de projets, puisque chez Rétif, nous sommes le spécialiste de l'agencement des commerces. Et là aussi, pour faire gagner du temps, encore une fois, nous sommes en train de développer, ça va sortir très vite, donc une technologie, enfin un service, une solution qui va permettre à nos clients de concevoir leurs projets au préalable d'une visite en magasin. Donc tout ça pour aussi nous-mêmes être plus efficaces dans la réponse apportée. Donc nous nous appuyons sur, évidemment, les solutions de marché. Je crois que ça ne sert à rien de réinventer ce qui existe déjà très bien et qui évolue par ailleurs chaque jour. Donc appuyons-nous, enfin nous en tout cas notre politique c'est déjà de nous appuyer sur les technologies en fait existantes, mais aussi en même temps de développer nos propres applicatifs propriétaires qui nous permettent de garder la main quand même sur la profondeur de la qualité de service. C'est ce que tu évoquais Roxane juste avant. Je trouve ça important en fait en B2B bien sûr. Et puis peut-être qu'en effet demain après-demain nous serons en mesure de monétiser en fait tout cela, de valoriser comme n'importe quel autre service que nous pourrons proposer à nos clients. Donc différents cas d'usage et aussi beaucoup sur l'interne. Parce que nous d'une charte et des outils pro. Alors pour ça éviter... c'est un autre volet parce que là on parle de cas d'usage interne, business, etc. qui sont structurants et qui chez nous vont délivrer très très vite. Mais tout cela doit être quand même régulé. ChatGPT qui est utilisé tous les jours par nos collaborateurs, il suffit de regarder parfois les mails. Maintenant, je reçois des mails qui sont faits par ChatGPT, donc alors ça m'amuse moyennement, je vous avoue, mais voilà. Donc ça pose d'autres questions qu'on ne partagera pas forcément en fait aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que les équipes, et c'est une opportunité, utilisent en fait les IA. Mais il faut quand même réguler tout cela. Il faut établir cela dans une charte. Donc, on interdit les accès gratuits. Donc, c'est-à-dire que quand on met des données en fait quand même d'une entreprise, des données stratégiques potentiellement dans les LLM, vous savez tous que ça nourrit tout le monde. Donc, ça veut dire qu'il faut encourager, je pense, l'usage, bien sûr, mais de manière encadrée, de manière à ce que ces technologies, en fait, apportent réellement apportent de la créativité, bien sûr, apportent un supplément de valeur ajoutée, mais dans un cadre, je dirais, juridique, légal et de sécurité, je vais ajouter, qui s'impose à nous aujourd'hui. Donc ça, c'est important, oui, pour l'accélération et l'usage, le développement, etc., mais dans un cadre qui, quand même, doit être un peu contrôlé dans les entreprises, parce que je ne sais pas, dans la salle, si vous êtes réellement concerné par cela, je pense que oui, tout le monde, mais c'était quand même un véritable enjeu que de protéger aussi nos données internes. La gestion du risque. On passe à la séquence 3, parler d'accélération. On a 15 minutes de retard, donc tout va bien. Mais on vous l'a dit, l'agenda est dense. Dans ce monde VUCA, de toute façon, comment pouvait-on échapper aussi à un volet sur l'international, la souveraineté, le sujet de modèle économique et le financement peut-être des transformations. Donc c'est encore une fois très dense. Donc on va essayer d'aller à l'essentiel. De ton côté, Julien, tu m'as parlé un peu de dumping sur l'acier, les bornes de recharge, la concurrence chinoise. Comment un industriel B2B comme Hager, il se bat face à cette concurrence internationale ? Déjà, tu l'as dit, on est dans un monde dont la stabilité est devenue tout à fait relative. Je pense qu'on a tous eu, en tout cas dans le monde B2B, ceux qui fabriquent des choses,
On a tous eu un petit choc après le Covid, pendant le Covid, sur les questions de supply chain. Donc on a fait tout un gros travail pour remédier à certains défauts qu'on avait dans notre supply chain, notamment sur le sourcing, les partenariats, la sécurisation d'un certain nombre d'approvisionnements. Nous, on est un groupe, alors on a une empreinte historique très européenne, c'est notre marché principal, c'est là où sont nos plus gros sites de production et nos plus gros marchés. On a aussi une implantation en Chine avec de la production locale, qu'on essaie de développer. Donc, on joue sur un ensemble de géographies. On parle beaucoup en ce moment, effectivement, les USA, la Chine, le retour des empires, etc. On est surtout frappé, enfin en tout cas chez Hager, comme beaucoup de business et comme beaucoup de secteurs dans le B2B, d'abord par une situation économique en Europe, et notamment sur le bâtiment, qui n'est pas forcément extrêmement florissante ces dernières années. Et ou d'autres industries, je pense à l'industrie automobile par exemple, le coût de l'énergie, il y a un certain nombre de sujets dont on entend tous parler. Donc il y a effectivement la Chine, les US, etc. Je pense que l'Europe a aussi peut-être quelques sujets internes à nous-mêmes. On est d'accord. Mais du coup, tu parles de ces empires. Est-ce qu'on se protège aujourd'hui suffisamment, notamment sur le volet technologique, puisqu'on se rend compte qu'on est tous en train de prendre des technologies et de signer des contrats. Est-ce que c'est un sujet aujourd'hui, notamment de Comex, et une discussion que toi tu as avec ta hiérarchie sur comment on choisit Alors, on n'est pas non plus une institution publique. Quand vous discutez avec... il y a effectivement des gens qui font le choix de dire « je quitte complètement l'écosystème US, notamment, je vais sur Mistral, etc. » Bon. Nous, pour l'instant, on a intégré, dans la plateforme que je citais, on a intégré les différents modèles. Donc, d'abord, on peut jouer sur tous les tableaux. On a des partenariats stratégiques, typiquement avec Microsoft, depuis plusieurs années. On a un certain nombre de plateformes. On travaille sur Azure. On a construit nos modèles sur Azure, etc. Et donc là, c'est plutôt dans la sécurisation et la garantie de la localisation de ce qu'on fait, et notamment nos données. On parlait pas de bonne data, pas de bonne relation client, pas d'IA. Et donc effectivement, la question, c'est plutôt comment on fait en sorte que les opérations restent quand même en Europe. Super. Toi, de ton côté, Roxane, qu'est-ce que tu peux nous dire sur notamment le champion technologique que vous voulez rester? Quels arbitrages vous faites sur les technos? Il y a des trucs que vous ne faites pas, que vous interdisez parce que vous ne pourriez pas les faire en interne, ou à l'inverse, vous êtes assez décomplexé, on va dire, de la question? Alors nous, on est vraiment une ETI et marketplace française, européenne, et donc effectivement, dans ce cadre-là, on joue effectivement et on travaille spécifiquement effectivement pour garder et développer en fait nos propres technologies en fait en interne. D'ailleurs, on a chez ManoMano historiquement en fait on internalise beaucoup de choses effectivement, que ce soit côté data, côté technique. Ce sont nos technos, c'est notre marketplace. Notre propre effectivement techno. Donc ça c'est un point important pour nous de représenter effectivement aussi et de se positionner comme un leader technologique européen effectivement sur le marché. Nous formons aussi du coup les équipes. C'est un point très important pour nous, d'autant plus effectivement dans cet axe de développement effectivement de tout ce qui est générative IA, l'IA, tout ça. On forme massivement les équipes. Je vous disais 85% de nos équipes chez ManoMano, donc des 600 personnes, sont formées pour développer et créer en fait les leaders technologiques et IA aussi de demain. C'est très important pour nous. Et également sur le sujet de souveraineté, pour revenir là-dessus, au-delà de la souveraineté technologique, on travaille aussi nous à 85% avec des marchands qui sont européens. C'est très important pour nous. Nous avons un modèle de marketplace assez spécifique. Déjà, nous sommes une marketplace spécialiste sur une verticale spécialiste. On n'est pas générique, on ne fait pas du papier, tout ça. On est sur, effectivement, tout ce qui est maison, bricolage, jardin. Mais également, nous sommes une marketplace qu'on dit fermée. C'est-à-dire, en fait, on contrôle les marchands qui rentrent dans notre marketplace. Et ça, c'est très important. Nous en avons 5000. Alors, on a l'impression que c'est énorme, mais par rapport, effectivement, à d'autres marketplaces, c'est assez restreint. Parce que nous, on se positionne vraiment comme partenaire
de ces fournisseurs, effectivement, et donc dont 80% sont effectivement européens. C'est un point très important pour nous d'être partenaires et de les aider aussi à se développer sur des nouveaux marchés grâce à ManoMano. Super. De ton côté, Tina, on voulait parler aussi de ce moment un peu particulier. Le financement des projets commence à être compliqué. Comment, toi qui as une transformation un peu ambitieuse, je dirais sur tous les fronts, comment tu arrives à gérer ça? On parlait de projets qui délivrent tout de suite de la rentabilité. Est-ce qu'on se cantonne aux projets à faible rentabilité, enfin à rentabilité directe, ou est-ce que tu as d'autres recettes, d'autres axes? Tu m'as peut-être parlé de la franchise, qui est peut-être une façon de le faire. Oui, c'est un moyen de le faire. Un moyen de faire sur une verticale particulière, mais je dirais que de manière globale, le point clé à mon sens, c'est de se dire déjà qu'on ne peut pas tout financer. Et encore moins quand nous sommes dans une étape, dans une phase de vie d'entreprise qui est en totale transformation. Enfin, on parle de retournement, on parle de... Enfin, tout bouge, tout change. Et ce que je dis souvent en interne chez Rétif, il n'y a pas 1 centimètre carré qui échappe à un changement, mais il n'y a pas 1 centimètre carré de l'entreprise qui échappe aussi à des arbitrages. Donc je pense que notre quotidien, c'est ça aussi, c'est l'arbitrage permanent, c'est d'être focus en priorité dans les différentes phases dans lesquelles nous sommes, et surtout la nôtre aujourd'hui, qui est d'investir et de financer des projets qui tout de suite, rapidement, ont un impact réel en fait sur nos clients, parce que c'est ça qui fait venir en fait nos clients, c'est ça qui fait que on regagne de la confiance, c'est déjà d'investir sur nos clients. Donc ça veut dire les magasins. Alors quand on parle de magasins, là on voit déjà les euros au capex qui se profilent à l'horizon. Donc mais c'est une réalité. Quand nous avons un parc de magasins, il faut l'entretenir, il faut le faire évoluer à l'aune des besoins clients. Donc vraiment prioriser, arbitrer constamment, focaliser l'effort là où nous pouvons créer de l'impact interne, externe, visible et durable. C'est pas du one shot jetable. En tout cas, nous évitons clairement. C'est pas du tout notre politique de faire des projets quick win qu'on jettera après-demain. Non, nous ne sommes pas un laboratoire d'innovation. Nous ne sommes pas un laboratoire. Alors certes, on fait du test and learn, mais on n'a pas les moyens d'être le laboratoire chez Rétif, d'être un laboratoire en l'occurrence. Donc ce que nous faisons au quotidien doit vraiment en fait produire de l'impact. Et je dirais qu'avec notre nouvel actionnaire depuis l'année dernière, qui est Raja Group, c'est vrai que le financement de ce plan global est aussi, je ne vais pas dire facilité, mais en tout cas, il apporte, je dirais, un peu plus d'agilité et un peu de souffle, un peu d'oxygène, je dirais, dans cette temporalité qui est quand même très, très particulière chez nous. Tout à fait. Je vous propose de passer très rapidement à la dernière partie et d'en profiter, David, tu pourras articuler la question. Je voulais te parler aussi de ce marché agricole. On a de grosses questions sur notre souveraineté agricole. Et en même temps, on avait une petite question sur RSE qui nous taraude peut-être aussi. On se posait la question de est-ce que la durabilité dans l'agriculture, c'est vraiment au cœur? Est-ce que c'est des arbitrages aujourd'hui que les agriculteurs peuvent faire, notamment parce qu'ils ont des questions de subsistance et de survie? Comment concilier cette concurrence mondiale et en même temps cette injonction de faire du bien à la planète alors ils sont, je dirais, les premiers acteurs, les premiers artisans au quotidien dans leur métier. Oui, alors les deux ne sont pas incompatibles, heureusement. Maintenant, c'est sûr qu'on a... Et là, on va peut-être sortir du débat technologique. On a besoin de réconcilier aussi les deux mondes. C'est-à-dire que comment faire pour dire à la société arrêtez de manger des fraises en décembre sans les culpabiliser. Mais si vous mangez des fraises en hiver, vous pouvez être sûr à 100% qu'elles ne sont pas françaises et qu'elles ont peut-être été produites dans un pays où on utilise des pesticides qui sont interdits en France. Voilà, on est face vraiment à ces défis. Donc je pense qu'il faut quand même réconcilier ces deux mondes, se dire qu'on avancera ensemble. On ne peut pas être en permanence en conflit. Après, on a abandonné depuis longtemps l'idée de se dire on va protéger notre petit village qui est la France. Aujourd'hui, on doit considérer que c'est l'Europe qui aura quelque chose à jouer, qui aura suffisamment de poids devant les autres superpuissances. Maintenant, on est dans un marché global. Nous, nos produits proviennent d'Asie, d'Amérique du Sud, du Maghreb. On travaille avec des acteurs dans le monde entier. On a des investisseurs qui sont internationaux. Donc oui, il faut accepter qu'on doit travailler avec le monde entier. On doit protéger localement nos acteurs.
Mais après, je pense qu'il faut aussi se dire qu'en France et en Europe, on est capable de devenir des champions. On est capable d'avoir... Et l'agriculteur, aujourd'hui, il a des... chez Mano Mano, on aurait pu parler de l'éco-score et des choses qui ont été mises en place. Aujourd'hui, il a des choses comme ça, hein, qu'il regarde, il fait son bilan carbone, comme vous l'avez fait chez Rétif. C'est des préoccupations Oui, alors par exemple, un agriculteur qui voudrait se convertir dans le bio, il faut juste savoir qu'il est obligé, pour faire ça, de mettre en pause son exploitation pendant 2 ans. Une jachère. Exactement, c'est le temps nécessaire pour régénérer les sols, etc. Donc c'est quasiment impossible qu'il le fasse sur l'ensemble de sa production. Donc on va l'accompagner pour essayer de déterminer comment commencer à faire un pas vers une agriculture raisonnée, comment convertir progressivement ces hectare après hectare, vers des cultures qui vont en plus être parfois plus profitables. Mais après, on a aussi plein d'expériences à côté qui se développent de plus en plus, comme la méthanisation, la vente directe, etc. C'est-à-dire des compléments de revenus. Et là aussi, on essaie de les accompagner sur les meilleurs choix, mais des compléments de revenus qui vont venir s'additionner à leurs faibles revenus liés à leur exploitation. Clair. Donc, comme je disais, il y a d'autres initiatives RSE dans vos projets. Peut-être juste en un mot à chaque fois, je le cite et vous dites si ça a un impact, si c'est une demande. Donc l'éco-score, par exemple, vous l'avez mis en place chez Mano Mano il y a quelques mois, années même déjà. Alors, tout à fait, plusieurs années, parce qu'on était pionniers effectivement sur le marché justement pour mettre en place effectivement un score carbone sur nos produits. Aujourd'hui, c'est plus de 3-4 millions de produits effectivement qui sont couverts par ce score carbone, à la fois pour les pros et les particuliers, donc c'est quand même la moitié de nos références. C'est quand même très impactant. C'est quelque chose sur lequel on continue de travailler et de pousser. Dans la réalité des faits, l'impact effectivement business ne se fait pas encore vraiment ressentir non plus. On le voit comme un travail un peu de longue haleine. C'est important. Il faut qu'on continue effectivement de faire évoluer les comportements. On ne peut pas dire que ce soit encore complètement game changer en termes de business, mais on pousse quand même toujours ce sujet-là. Super. Tina, de ton côté, donc tu m'as parlé du bilan carbone, mais j'ai une autre question qui est aussi toujours un peu dans cette même mouvance. C'est, vous faites beaucoup de sourcing local en Europe. Tu parlais tout à l'heure de résoudre les problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un choix RSE ou est-ce que c'est business pour pouvoir être plus réactif Alors, je dirais que c'est les deux. Les deux. On peut concilier les deux. On peut concilier les deux. Et quand nous sommes en effet retailers, sourceurs, sélectionneurs d'offres, mécaniquement, ça impose en fait des approches de sourcing qui sont un peu plus globales, qui dépassent nos frontières. On fait très peu, on réduit de plus en plus le sourcing grand import, donc c'est-à-dire Asie. On reste encore sur l'Asie, sur des catégories de produits qu'on n'arrive pas à faire encore en Europe, comme la décoration. En revanche, en effet, à plus de 90% aujourd'hui, notre sourcing est local. Alors j'entends local, France et Europe, et ça fait partie, je dirais aussi, de cette démarche RSE, de proximité, le plan de décarbonation que nous avons engagé, et surtout en fait de réactivité vis-à-vis de nos clients, parce que lorsqu'on doit faire des réapprovisionnements de stock, attendre 4 mois pour que les bateaux arrivent à quai ou à bord, enfin en tout cas à quai en France, c'est un peu long en fait dans un monde qui se contracte et qui exige de la réactivité. Peut-être un dernier mot pour toi avant de vous remercier. Tu m'as parlé d'initiatives de recyclage qui étaient au cœur aussi de votre politique seconde main, ainsi de suite, en disant que c'est très dur, il y a de la réglementation. Il y a aussi cette production locale. Même question, est-ce qu'aujourd'hui c'est des demandes sur certains types de marchés ou est-ce que c'est... Alors il y a des grosses hétérogénéités, oui. Dans les pays du Nord notamment, il y a une très forte pression du client final, et donc sur l'artisan, et donc sur nous, pour avoir des produits qui soient labellisés. Par ailleurs, nous, on est sur un marché extrêmement normé. On produit d'abord des produits qui font que quand il y a un défaut sur le circuit électrique chez vous ou sur le grid, etc., votre maison ne va pas prendre feu. Donc, c'est la promesse de base de la sécurité. Merci les normes. Du produit. Et donc, c'est effectivement un sujet extrêmement normé. Et là, il y a aussi, du coup, une part de pression réglementaire sur l'évolution de nos produits. On parle de qu'est-ce qu'on met dans les plastiques, etc. Et après, sur le RSE, on a fait un très gros travail en interne aussi sur... comment faire beaucoup mieux sur quand on fait des palettes, je ne vais pas lister tous les exemples, mais le nombre de tonnes de CO2 qu'on a pu économiser ces dernières années est assez impressionnant. Et vous économisez des euros aussi sur certains de ces... Alors pas forcément, il y a aussi une part de... Donc vous acceptez de financer... C'est un gros investissement quand même
la part de l'entreprise. Alors, on le fait toujours effectivement dans l'idée d'avoir un équilibre économico-responsablo, je ne sais pas comment le dire, mais Essayer de concilier, exactement. Ne pas être blanc ou noir. Super, merci beaucoup. On aurait pu le temps encore de faire une synthèse et ainsi de suite, mais on n'en aura pas le temps. Donc je voulais vous remercier. Merci pour ces partages d'expériences. J'espère qu'en tout cas la salle a appris pas mal de choses sur vos initiatives qui sont autant de perspectives vers la destination vers laquelle on s'oriente, sur laquelle le flou subsiste. Merci beaucoup. On peut les applaudir effectivement.